L'agiste britannique Thomas Cook a mis la clé sous la porte la nuit dernière après 178 années d'existence. Une faillite qui laisse sur le carreau 9000 employés et environ 600 000 touristes à travers le monde. Et on en parle avec vous, Vangelis Panayotis, bonjour. Bonjour. Vous dirigez MKG Consulting, c'est une société de consulting spécialisée sur le marché hôtelier et le tourisme européen. Thomas Cook qui fait faillite après Aigle Azur et XL Airways, le tout en quelques jours. C'est spécialiste du voyage ou du transport aérien. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois faillites ? Pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a des faisceaux faibles. Aujourd'hui, la première question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir si le tourisme au sens large est porteur. La réponse est oui, il y a de plus en plus de voyageurs à travers le monde, donc c'est plutôt une question de modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tours opérateurs ou certaines compagnies aériennes étaient un peu en décalage avec les business models que représentaient leurs concurrents, qui eux fonctionnent plutôt bien. Qu'est-ce qui ne va pas justement? Qu'est-ce qui explique ces faibles marges finalement? Déjà, le cas de Thomas Cook est un peu particulier. On peut dire que c'est la dette qui l'a tué d'une certaine façon. Mais en ce qui concerne les compagnies aériennes, pour celles qu'on a évoquées, elles sont prises un peu en étau entre les compagnies régulières et puis les compagnies low cost. Il y a un vrai sujet de taille critique lorsque vous êtes une compagnie aérienne. Et puis c'est vrai que ces derniers jours, on a des craintes en ce qui concerne le pétrole, qui est quand même un élément fondamental. Le coût du kérosène, ça affaiblit, ça amenuise aujourd'hui les marges de ces entreprises spécialisées dans le tourisme de masse? Oui, il y a quelques mois ou quasiment une année, quand les coûts étaient assez bas, ça donnait une vraie bouffée d'oxygène à l'ensemble des compagnies aériennes. Mais c'est sûr que c'est un des éléments principaux de ce qui... Enfin, c'est les marges. Les marges des opérateurs aériens se situent avec le kérosène. Ça favorise les compagnies des pays où le coût du kérosène est subventionné, notamment les compagnies du Golfe? Oui, mais ce n'est pas l'explication unique, parce qu'aujourd'hui, quand vous maîtrisez surtout les marchés émetteurs, c'est là où est le volume de passagers. Donc d'un côté, vous avez peut-être des pays qui ont un accès au pétrole ou au kérosène pas cher, mais de l'autre côté, vous avez des compagnies aériennes, qu'elles soient américaines ou européennes, qui, elles, ont accès à la demande, au nombre de voyageurs. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'il faille choisir fondamentalement, mais on voit que des compagnies comme Norwegian, EasyJet, Ryanair, parce qu'elles ont un business model particulier, parce qu'elles ont une taille critique sur le marché, arrivent à tirer leur épingle du jeu, et donc il y a forcément un peu de consolidation entre les deux. La distance joue. Dans le cas par exemple d'Aigle Azur, la compagnie a évoqué une erreur stratégique, le fait d'avoir tenté des vols long courriers. Oui, et puis il y a eu aussi des concurrents qui sont venus, comme French Bee ou autres, donc c'est sûr que ça n'a pas facilité. Quand vous marchez sur 2-3 jambes, c'est toujours plus dangereux que si vous répartissez vos risques sur beaucoup plus de couloirs aériens. Et c'est vrai qu'au départ de Paris, ça n'a pas été évident de démultiplier en termes d'investissement les routes et les différentes destinations qui pouvaient être desservies. Donc dès que ces destinations-là sont un petit peu plus compliquées, forcément, vous arrivez dans un contexte de fragilité. Ça crée forcément une condition extrêmement difficile pour les voyageurs eux-mêmes qui se retrouvent du jour au lendemain et sans préavis laissés à l'abandon d'une certaine manière dans les pays de villégiature. Comment expliquer d'ailleurs que ces faillites aient des conséquences aussi brutales sur les clients? Dans d'autres cas, on a le temps de voir venir d'une certaine manière. Ça semble pas être le cas. Alors dans le cas de Thomas Cook, vous avez un peu un effet calendaire, et quand on parle de ces tours opérateurs, on parle essentiellement de clientèle de villégiature, de loisirs. On part en famille, en Tunisie, au Maroc, en Espagne, et donc le cash est engendré au moment des réservations. Donc c'est avant l'été, et puis arrive la saison de l'été et puis la fin de la saison où il va falloir payer tous les fournisseurs, tous les prestataires. Donc là on a des effets de décalage. Et même si on savait Thomas Cook malade depuis quelques années, ça a été effectivement un coup fatal. On peut évoquer également le taux de change, parce que c'est quand même un opérateur britannique dans un contexte de Brexit. Et forcément que Thomas Cook, victime du Brexit? Ou victime collatérale du Brexit? En tout cas, victime de sa dette et peut-être victime collatérale du Brexit. Oui. On voit que la trésorerie, c'est crucial pour ces entreprises. C'est ce qui explique que du jour au lendemain, elles mettent la clé sous la porte? Alors, c'est sûr que... En cette période-là de l'année, comme vous le dites? Oui, c'est sûr que c'est une période particulière. C'est là où on fait les comptes. Donc, si vous avez la surface financière nécessaire, ça peut passer. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup plus délicat. Mais on s'est vu que ça s'est joué jusque dans les dernières heures cette nuit, à savoir pour le clin d'œil qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Thomas Cook était considéré comme un patrimoine britannique. L'accès aux vacances, une démocratisation du voyage et des vacances avait été sauvé, nationalisé en son temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des dizaines de milliers dans le cas des compagnies aériennes, de centaines de milliers dans le cas de Thomas Cook, de touristes affectés, cloués actuellement sur leur lieu de vacances.
On va trouver des solutions rapides pour ces touristes? Oui, je pense pas qu'on trouvera facilement des solutions pour tout le monde. Mais par contre, il existe des assurances. Si on prend notamment les Français, puisqu'il y a une filiale Thomas Cook en France, vous avez quand même tout un système d'assurance. Elles assurent le rapatriement à brève échéance? Elles vont assurer le rapatriement. Vous avez aussi pour certains des assurances privées, personnelles. Les cartes bleues parfois aussi proposent ce type d'assurance. Et puis tous n'ont pas voyagé avec des charters affrétés par le tour opérateur. Ils sont aussi sur des lignes régulières. Et là, pour ce cas de figure-là, il ne devrait y avoir aucun problème pour les rapatriements. En France, on parle d'une dizaine de milliers de touristes. C'est sûr, quand on passe côté britannique, là, c'est une opération d'une autre ampleur. Là, on a 450 000, enfin 150 000 Britanniques uniquement sur 600 000 au total. Comment est-ce qu'on fait pour rapatrier 150 000 vous êtes sûr que sur les 150 000, tous vont rentrer dans la semaine qui vient? Je peux pas garantir. Évidemment, je le souhaite très sincèrement pour eux, parce que souvent on n'a pas envie de rater grand-chose, mais encore moins ces vacances. Le fait que ça a été annoncé lundi, je pense que c'est pas totalement le hasard. Souvent, les vacances sont sur des semaines complètes, donc ça laisse un petit peu de temps pour tous ceux qui vont rentrer sur le week-end. Ça va être un peu une course contre la montre, et je pense qu'effectivement, il y aura des cas assez compliqués, c'est évident. Ceux-là qui vont passer leurs vacances à se demander comment rentrer, ils peuvent, à leur retour, attaquer la compagnie d'une manière ou d'une autre pour le préjudice causé quand même à leurs vacances qui n'en seront pas au final. Probablement, en tout cas c'est un petit peu tôt aujourd'hui pour voir. Je ne sais pas quelles vont être les chances d'obtenir des compensations auprès d'une société qui est en faillite. Il n'y aura plus vraiment personne pour assumer derrière les compensations. Un éventuel repreneur peut-être? Non, la loi sur la faillite fait qu'un repreneur est couvert dans ce cas? C'est une bonne question. En tout cas, c'est la question dans le milieu professionnel qu'on se pose, puisque vous savez que vous avez un acteur chinois, le même qui a racheté le Club Med, donc il est un peu familier pour ouais, tout à fait pour les Français. Il a racheté aussi le Cirque du Soleil. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On ne sait pas. Il y a une petite pépite au sein de Thomas Cook, ce sont les hôtels qui eux fonctionnent plutôt bien. Au-delà du problème de tour opérateur, parce que vous devez payer les agences, les salariés, c'est un business model qui est lourd de maintenir toutes ces agences ouvertes à l'heure du web. Par contre, les hôtels sont plutôt bien remplis et fonctionnent bien. Depuis 3-4 ans, il y avait un virage qui avait été entrepris par Thomas Cook d'acheter lui-même ces hôtels. Donc, qu'est-ce qui va devenir de ce petit patrimoine immobilier? Ça va être une question intéressante d'un point de vue économique. Ça fait éventuellement des actifs intéressants pour un éventuel repreneur. Merci Vangelis Panayotis d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.